très heureux d'accueillir la personne que vous voyez à ma gauche, qui est chef de projet marketing et digital au Crédit Agricole, chez Crédit Agricole Leasing and Factory, et avec qui on collabore, alors la société plus qu'avec toi, mais depuis plus de 6 ans. Et donc c'est une très belle expérience qu'on vit ensemble, et je vous demande vraiment d'applaudir Sarah Hamoum. Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, Sarah Hamoum, chef de projet au sein du Crédit Agricole Leasing et Factoring. Et donc, je vais vous en dire un petit peu plus sur notre stratégie de marketing automation. Alors déjà, Sarah, parce que j'ai dit Crédit Agricole Leasing and Factory, et quand j'ai dit ça à ma mère, que j'allais faire ça, elle m'a dit Crédit Agricole, pour elle, c'est l'agence qui est en bas de chez elle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton entité, ce que vous faites, ce que vous proposez? Bien sûr, alors du coup, je vais... Bon, déjà plus. Bon, voilà. On le fera sans slide. Bon, en attendant, je vais vous raconter du coup l'histoire du Crédit Agricole Leasing et Factoring. Et une filiale du groupe Crédit Agricole. On est spécialisé sur les marchés pro, entreprises et agricoles. Et en fait, on propose des financements à destination donc, des marchés spécifiques. Donc, on propose aujourd'hui des financements dans l'affacturage, le crédit bail, donc mobilier et immobilier, et tout ce qui est financement des énergies et des infrastructures. Pour vous donner un exemple, donc l'affacturage, ça va être tout ce qui va être financement des factures à destination des professionnels. Le crédit bail, on a 2 types de crédit bail. Donc, on a le crédit bail immobilier, donc tout ce qui va être, par exemple, le financement de voitures avec le leasing ou le financement du photocopieur, pour vous donner un exemple. Le crédit bail immobilier, là, c'est pour tout ce qui va être l'immobilier. Et ensuite, les financements des énergies renouvelables, donc c'est tout ce qui va être la transition énergétique. Merci, ça va être beaucoup plus clair à ma maman quand je vais lui envoyer la vidéo YouTube de cette conférence, cette masterclass. Décidément, c'est un problème. Et donc, ce qu'on va vous présenter dans cette masterclass, c'est justement ce que j'aime beaucoup, moi, dans l'approche de Leasing and Factory, c'est ce que j'exprime beaucoup avec nos nouveaux clients. J'essaie de leur faire comprendre que l'acquisition, c'est bien, mais c'est peut-être pas le premier endroit où il faut agir. Le focus, aujourd'hui, c'est d'abord la base de clients existants. Pourquoi? Parce que si vous la fidélisez plus, si vous arrivez à vendre plus de choses, à mieux comprendre les besoins de vos clients, vous faites grossir, en fait, le panier moyen, et en fait cet argent-là vous pouvez le réinvestir sur l'acquisition et vous améliorez beaucoup l'acquisition et surtout la lifetime value, la valeur du client dans tout son cycle de vie derrière. Donc en fait c'est souvent la première chose à faire, et que vous soyez, et donc vous avez une très belle expérience aujourd'hui, et donc vous avez beaucoup travaillé sur la notoriété et sur l'upselling, le cross-selling de ça. On peut peut-être commencer justement sur les objectifs et les moyens que vous êtes donnés pour ça. Bien sûr. Donc, il faut savoir déjà que pour le Crédit Agricole Leasing et Factoring, c'est vraiment assez nouveau cette démarche. Donc, on a un projet en interne qui s'appelle l'animation de la base client. Et donc, en fait, on s'est concentré sur notre portefeuille de clients actifs. Pourquoi? Donc déjà, là, c'était simplement pour pouvoir un peu illustrer notre démarche. Aujourd'hui, en 2023, on sait que plus de 60% des interactions bancaires ont eu lieu via des canaux digitaux. Donc forcément, pour une entreprise comme la nôtre, c'est inévitable de réfléchir à comment toucher nos clients à travers différents parcours digitaux. Donc on a pour objectif aujourd'hui d'augmenter notre ROI dans les 2 prochaines années, grâce notamment aux campagnes de marketing digital. Donc tout ça à travers un plan d'action qu'on a réfléchi, où on s'est dit donc on va concentrer nos actions sur notre portefeuille client. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a plus de 20 000 contacts disponibles. À qui en fait on ne parle pas, on n'adresse pas de campagne, c'est des clients qui nous appartiennent, mais il n'y a pas d'action faite autour de ces clients. Donc on s'est dit ok, maintenant qu'on sait qu'on a ces clients, qu'est-ce qu'on veut leur dire à ces clients en fait? Tout simplement leur présenter nos projets, enfin nos produits, qu'est-ce qu'on fait, simplement en fait reprendre contact avec eux. Dans un premier temps, et dans un second temps, on s'est dit on basculera sur des campagnes de cross-sell et upsell. Donc aujourd'hui, où on en est, ce projet il a vu le jour fin d'année dernière.
Donc c'est assez lourd de mettre en place en termes de process dans des entités comme les nôtres. Hein. Il y a beaucoup de comitologie, il y a beaucoup de réflexion et comme je le disais en introduction, c'est assez nouveau pour une entité comme la nôtre de s'adresser directement à nos clients. Parce qu'aujourd'hui, on a un réseau de distribution qui est assez particulier. Donc on a le réseau bancaire, donc avec toutes les agences bancaires que vous pouvez connaître. On a également un réseau de partenaires non bancaires et également un réseau de partenaires non bancaires, comme je viens de le dire. Tu peux nous expliquer d'ailleurs ce que sont des partenaires non bancaires pour Bien vous? sûr, donc ça va être aujourd'hui par exemple Canon avec qui on va travailler, qui va financer du leasing sur les photocopieurs. Et donc en fait, ils vont travailler avec nous sur le financement et le client n'est pas forcément au courant en fait que l'entreprise passe par le Crédit Agricole Leasing et Factoring pour son financement. Donc vous travaillez une autorité à la fois sur des utilisateurs finaux ou des clients finaux et vos revendeurs, vos partenaires. Absolument. Absolument. C'est donc forcément, du coup, on adapte notre stratégie en fonction du canal de distribution, donc que ce soit en fonction du canal non bancaire et en fonction du canal de distribution direct. Donc aujourd'hui, on en est en termes des campagnes. On a envoyé nos premières campagnes et aujourd'hui, on commence à analyser le retour des campagnes de notoriété. Dans la suite des slides, on rentrera dans le détail sur les campagnes qui ont été envoyées. Donc en termes d'organisation, forcément, ça demande déjà de structurer toute l'organisation en interne. Donc restructurer l'équipe marketing, se former sur les outils. Aujourd'hui, on travaille avec Webmécanique. On a eu la chance d'être accompagné avec les équipes pour se former sur les outils. En parallèle, ça demande aussi de sensibiliser les différents départements en interne, donc notamment les équipes sales, parce qu'elles ont un rôle important à jouer aujourd'hui, étant donné que la connaissance client, elle est également chez eux. C'est eux qui sont en contact avec nos clients. Donc pour nous, c'est inévitable de ne pas les embarquer dans un projet tel que l'animation de la base client. Ensuite, pour tout ce qui va être en termes notamment de traitement, de gestion du lead, on a besoin d'eux. Le lead va être redispatché au sein des équipes. Donc, c'est important de les sensibiliser là-dessus. Et ensuite, la mise en place de reporting qu'on peut se partager aussi bien en termes, au niveau des équipes, mais aussi bien au niveau de la direction pour montrer la performance et les différents KPI de nos campagnes. Alors, je fais un petit aparté là-dessus. Ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble, mais initialement, il y avait une entité au sein de Leasing & Factoring qui s'appelle Cash in Time, qui était vue, je schématise, mais comme une start-up à l'intérieur du Crédit Agricole sur l'aspect facturage, avec les effets de disruption technologique sur certains métiers de bancaire et notamment sur la facturage, était là pour tester, lancer des choses un peu nouvelles, sans forcément déstabiliser le reste du groupe. Et je trouve cette approche très, très maligne parce que quelques années après, ça permet aussi d'assurer une conduite du changement sur l'ensemble du groupe, qui est un gros vaisseau à bouger, en ayant eu l'expérience de cette entité startup qui existe toujours au sein du groupe. Absolument, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, Cash in Time, c'est un produit vraiment qui continue de vivre sa vie. C'est vraiment une référence en termes de marketing automation pour nous, pour nos campagnes. Ça a été mis en place par un groupe projet il y a quelques années maintenant. Et aujourd'hui, on est toujours autant satisfait de ces campagnes d'automation qui sont mises en place. Donc c'est vraiment un exemple pour les prochaines campagnes. On a fait une conférence en 2019 avec Raphaël Dawan qui avait lancé cette initiative. Donc c'est pour dire que c'est un beau travail dans la continuité. Sur la notoriété, moi ça m'intéresse qu'on parle toujours de notoriété, de fidélisation. Comment ça a assuré la croissance de votre business et comment vous avez travaillé là-dessus ? Déjà, on s'est dit, donc on a ce portefeuille client à qui on n'adresse aucune communication, donc il faut reprendre contact avec eux, donc sans les agresser, sans leur dire coucou, on a un truc à te vendre, mais on t'a pas parlé pendant 20 ans. Tu parles des clients finaux, utilisateurs Absolument. ou des partenaires là ? Non, alors là, on se concentre sur les clients finaux. Donc l'idée, c'est de travailler avec nos équipes de data scientists sur des ciblages très spécifiques où vraiment ils vont nous accompagner ensuite dans la personnalisation, du coup, dans le contenu de l'email. Donc aujourd'hui, on va créer notre base de données à travers différentes sources internes. On va avoir la création de ce fichier et ensuite on va avoir un fichier final dédoublonné, prêt à être employé dans notre outil. Donc si
ensuite, on passe sur la partie personnalisation de la campagne. Donc, comme je le disais, la stratégie, c'est vraiment la micro-personnalisation. Alors, ça peut paraître très basique, mais c'est quelque chose qui n'était pas fait. En fait, la façon dont on s'adresse aux clients, le fait de dire bonjour monsieur un tel, le fait d'utiliser le même wording, en fait, de la même façon de parler que dans leur métier. Donc, par exemple, si on doit s'adresser à des lots, enfin, pour vendre une camionnette, par exemple, on parlera de camionnette, on ne parlera pas de Vul, parce que je ne pense pas que ça parle à beaucoup de personnes. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vraiment s'adapter au langage et aux besoins clients. Toujours partir du besoin client, c'est aussi notre façon de faire. L'objectif, c'est d'augmenter nos taux d'ouverture, nos taux d'engagement sur nos campagnes. Donc là, typiquement, sur l'exemple qu'on vous a mis, c'est les différentes champs personnalisables depuis l'outil web mécanique. Voilà. Sur la partie scénario, donc sur la création des scénarios de campagne, donc là, vous voyez, en fait, c'est une capture tout simplement de scénarios d'automation. Donc pour nous, c'est très important de créer un scénario pour pour chaque campagne, tout simplement parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon à un client final qu'à un client de nos partenaires. Donc l'idée ensuite, ça va être vraiment de prendre le temps de se poser les questions et de se mettre à la place du client, tout simplement. Donc si mon client clique, qu'est-ce qui se passe ? Dans quel tunnel il va être redirigé, à quel moment on va dispatcher le lead au sein des équipes sales, quelles notifications on va envoyer aussi en interne aux clients, aux équipes sales. Donc vraiment, l'idée, c'est de se mettre à la place du client, aussi bien côté Calef que client final. Donc la notification, elle arrive dans le CRM. Oui, absolument. Donc, du marketing automation jusqu'au CRM, tout est automatisé. Alors, nous, on n'a pas de CRM à proprement dit. Du coup, c'est une notification qui arrive par email directement au sein des équipes sales. Donc, on travaille le scénario en amont. Ensuite, on le présente aux équipes pour informer les sales de cette campagne, pour définir également la personne qui va réceptionner les leads en interne et qui ensuite pourra les dispatcher aux différents ingénieurs commerciaux. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif ensemble qu'on mène avec nos sales. Donc, du marketing, en fait. Voilà. Ensuite, sur la partie analyse et optimisation des campagnes, donc on a la chance de pouvoir prendre le temps d'analyser les différents KPI sur nos campagnes. Donc aujourd'hui, nous, d'un point de vue marketing, on est plutôt sur de la data plutôt basique, les taux d'ouverture, les taux de clics. En fonction du contenu qu'on va pousser, si c'est plutôt un livre blanc, on va analyser le nombre de téléchargements de livres blancs. En revanche, si on va vouloir faire des rendez-vous avec des IC, des ingénieurs commerciaux, on mesurera le nombre de rendez-vous pris. Ça, c'est les KPI, je dirais, à court terme. Et ensuite, on fait une analyse 6 mois et 9 mois après pour là pouvoir mesurer le ROI qui a été généré depuis la campagne. Étant donné qu'on est sur des modes quand même de commercialisation assez longs, on ne peut pas analyser tout de suite s'il y a une vente de contrat suite à un emailing envoyé. Surtout que ce n'est pas l'objectif premier de nos campagnes. Pour la partie nurturing et lead scoring, donc nous aujourd'hui, on n'en fait pas encore. Ça fait partie de notre stratégie pour les prochains mois. En revanche, pour moi, c'était important d'en parler parce que Webmécanique permet de le faire. Donc c'est quand même important d'avoir ça en tête pour pouvoir ensuite proposer des contenus vraiment personnalisés. On peut imaginer tout un tas de scénarios. Pour le coup, on peut imaginer une newsletter personnalisée en fonction du comportement des clients grâce au nurturing qu'on aura analysé dans l'outil. Et petit tips, quand on score, il ne faut pas oublier de déscorer. Quelqu'un qui a eu un intérêt, une fois qu'il a acquis, acheté, etc., n'a pas forcément un intérêt récurrent. Donc il ne faut pas oublier de déscorer. C'est souvent un tips qu'on donne souvent parce que c'est un oubli ou un impensé. On a parlé de notoriété. Le deuxième volet et le deuxième pilier de votre croissance avec le marketing automation, au-delà du nurturing pour la notoriété, c'est tout ce qui est upselling et cross-selling. Tout à fait. Tout à fait. Alors pour ça, on va s'appuyer sur notre réseau de partenaires non bancaires. Donc l'idée, c'est de mettre en place avec eux des campagnes de cross-sell pour proposer différents services liés à notre partenaire. Donc on travaille ensemble un scénario. Donc on va par exemple définir déjà l'offre qu'on souhaite pousser durant cette campagne.
définir l'objectif de la campagne. Alors, est-ce qu'on veut de la prise de rendez-vous? Est-ce qu'on veut simplement que le lead télécharge un livre blanc? Et ensuite, on va définir sur quelle cible on souhaite adresser notre campagne. Donc l'objectif, il est assez simple de ces campagnes de cross-sell et upsell. C'est de pouvoir présenter généralement des produits complémentaires si on est sur du upsell, ou alors présenter la gamme plus largement si on est sur des campagnes de cross-sell. Donc dès que quelqu'un a une velléité d'acheter une voiture ou un photocopieur, s'il a déjà un contrat sur l'un ou l'autre, vous lui sautez dessus. Alors, on ne lui saute pas dessus, mais l'idée, c'est de lui présenter toute la gamme, en fait, toutes nos offres de notre portefeuille aujourd'hui. Donc là, c'était pour partager avec vous les objectifs de nos campagnes. Donc, on a des objectifs de fidélisation. L'objectif, c'est vraiment de retravailler nos campagnes, notre portefeuille client, pour fidéliser nos clients et pouvoir ensuite faire des campagnes plus ciblées, notamment de upsell dans un second temps. Alors, tu travailles avec des fleurs, tu nous as fait de très jolis pétales. Là, j'ai pris le cas d'un lancement de produit chez nous. Donc, il n'y a pas vraiment de sens dans la lecture. C'est plutôt pour nous les points, les étapes clés qu'on a identifiées. Donc notamment sur le lancement de produits. Ok, donc c'est quoi notre objectif principal de notre campagne? Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on veut simplement annoncer la sortie d'une nouvelle offre, donc on va prendre cet exemple-là et on va se dire, ok, dans notre campagne d'emailing, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on va faire un mail plutôt générique en passant par la newsletter? Est-ce qu'on va faire un mail à nos anciens clients pour leur dire, voilà, on a sorti une nouvelle offre? C'est possible donc de faire une campagne email. Pour ça, il y a différents canaux qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas seulement l'emailing, il y a également l'SMS. Donc je pense qu'à titre personnel, vous devez tous recevoir quelques SMS de différentes marques. Donc il faut l'avoir en tête, il ne faut pas l'oublier et ça permet de diversifier les canaux. Nous, on a la chance en plus d'avoir des espaces clients. Donc du coup, on peut également pousser des notifications à travers ces différents espaces clients pour annoncer la sortie d'un nouveau produit. Je fais un petit aparté sur les multicanals, c'est vraiment très puissant aujourd'hui. Et des canaux qui étaient très utilisés dans l'ancien temps, vous avez vraiment avantage à les utiliser maintenant parce qu'ils sont sous-utilisés. Je pense au print. On a une API, nous, avec le site de la Poste pour pouvoir envoyer dans les scénarios de marketing automation, vous pouvez envoyer à un moment donné un catalogue, un flyer, etc. à des gens. Et c'est très puissant quand quelqu'un s'est intéressé à un sujet, de recevoir dans sa boîte aux lettres ou sur son bureau quelque chose de physique. C'est tellement sous-employé, il y a tellement rien, alors que l'email, vous êtes noyé parmi les masses. Un autre canal qu'on a ouvert, c'est WhatsApp, par exemple, de pouvoir communiquer par WhatsApp aujourd'hui. C'est un canal qui est assez nouveau, très peu utilisé par les entreprises. Donc, vous voyez, le multicanal, c'est pas juste l'email, qui est employé quasiment à 95%. Le SMS est très utile quand on est en mobilité, ou juste avant un événement, juste avant une action. Mais il y a encore ces canaux-là qui, en termes d'affectif, de rapport, d'engagement avec des gens, encore une fois, pas envoyer un catalogue à tout le monde, mais à ceux qui ont eu un certain nombre d'actions que vous avez déjà scoré, segmenté, c'est hyper. Tout à fait, j'aurais rien à ajouter. Juste pour finir, du coup, on se pose aussi également la question en termes de marketing de contenu. Dans un lancement de produit, quel type de contenu on souhaite diffuser sur les réseaux, donc articles de blog, les podcasts. Nous, c'est quelque chose qui marche pas mal chez nous, les podcasts. Les livres blancs, je dirais que c'est plutôt assez classique, mais c'est inévitable. Et ensuite, bien sûr, faire du teasing sur les réseaux sociaux. Vous avez quand même une grosse équipe pour faire tout ça. On est une dizaine au marketing, on est plutôt bien staffé. Donc chacun a un peu ses spécificités, mais ça va. Et vous travaillez également, vous êtes accompagné par, sans forcément les citer, mais par des agences ou par des gens extérieurs Alors on a des agences qui nous accompagnent notamment sur la partie création des visuels. Ensuite, on a la chance d'avoir une équipe communication qui gère les réseaux sociaux. Et ensuite, on est différents chefs de projet. Donc c'est plutôt un bel avantage pour nous. Alors moi, j'ai ma maman qui m'a posé une deuxième question. Après, qu'est-ce que Leasing and Factory signifie? C'est quoi le cross-selling et l'upselling exactement? Parce qu'il y a des gens qui se posent encore des questions là-dessus. Bon, je ne vais pas vous lire la définition. Mais pour faire simple, alors chez nous, le cross-selling, c'est par exemple nos clients qui font du leasing en termes de voitures, tout simplement, où on va se pencher sur ces clients et on va leur dire, on va aussi leur présenter notre gamme
d'affacturage. Donc on va leur faire un mail pour leur dire simplement qu'en plus du leasing, on peut également financer leur affacturage, donc faire du paiement de leurs factures. Et à l'inverse, pour les campagnes de cross-sell, c'est pour les montées en gamme. Donc, on a des clients, par exemple, de upsell, pardon. Donc, nos clients typiquement cash in time, on peut leur proposer ensuite de basculer sur une offre pro en fonction de l'utilisation, de la consommation en fait du produit cash in time. Donc, tout ce travail-là derrière, il est fait grâce aux équipes des data scientists qui nous permettent d'analyser le comportement des clients et ensuite de pouvoir faire des campagnes de marketing ciblées. En période de crise, c'est très dur l'acquisition de nouveaux clients. Je vous engage vraiment à retravailler vos process et tout ce qui vous permet d'aller travailler, de faire plus avec vos clients existants, de vous intéresser plus à ce qu'ils font, leurs besoins, etc. Parce que les investissements équivalents, le ROI est quand même vachement plus fort en période d'attentisme. Alors pour nous, c'était vraiment une stratégie de se concentrer sur notre portefeuille client. Tout simplement parce qu'on s'est dit, à travers ces campagnes de notoriété, on veut des victoires rapides. Donc, c'est tout de suite plus facile de travailler un portefeuille existant, d'analyser le comportement, le parcours client, plutôt que de partir un peu à l'aveugle sur de l'acquisition, de la prospection de nouveaux clients. Victoire rapide, c'est le mot canadien pour quick win. C'est ça. Petite blague à nos amis canadiens. Le moment que vous attendez tous, c'est concrètement les scénarios, des idées de scénarios sur ces sujets. Et moi, j'aime bien montrer ça parce qu'en général, c'est aussi partagé. Et merci beaucoup pour ce partage parce que c'est quand même vos secrets de cuisine sur les deux sujets et de notoriété et de cross-selling. Alors j'espère qu'on va voir correctement ça. Juste avant, je voudrais vous partager un petit tips sur la création de scénarios parce que souvent quand on onboard des clients qui n'ont jamais fait ce genre de choses, ils s'en font un peu un monde et moi on essaie vraiment de le démystifier en disant mais créer un scénario c'est toujours la même réflexe, c'est de créer des scénarios qui sont très longs. Et on dit non, il faut créer des scénarios très courts, mais qui vont se répondre, qui vont s'enchaîner, des bouts de choses. Et en fait, un scénario, c'est quoi? C'est définir à qui je m'adresse, à quel besoin associé éventuellement à quel canal, etc. Et ensuite, quel est mon objectif de ce scénario, pas l'objectif final, ok, un prospect doit devenir un client, ok, mais ça c'est vraiment de manière macro, mais de manière micro sur le scénario, mon premier niveau d'engagement avec lui ou elle, c'est quoi? D'accord? C'est qu'elle télécharge une info, c'est qu'il s'inscrive à un webinaire, c'est que il passe à une page suivante sur mon site un peu plus engageante sur le produit. Voilà, donc c'est sous-objectif de l'objectif macro. Et après, à l'intérieur de ça, je vais définir quel est le circuit par lequel je le fais passer, avec toujours la même logique de if, then else. S'il se passe ça, alors il se passe ça, sinon il se passe ça. Et d'autres triggers ou d'autres scénarios vont pouvoir être déclenchés dans les deux cas. C'est inscrit, c'est pas inscrit, est intéressé, n'est pas intéressé, etc. Et ça va créer de la segmentation et du scoring. Mais quatrième étape, on va s'intéresser au contenu, c'est-à-dire quel contenu je mets, quel contenu email. Ce qui veut dire qu'après, vous pouvez même avoir une banque de scénarios, des scénarios que vous allez répliquer, mais ce que vous allez changer, c'est les contenus à l'intérieur pour adresser tel persona ou tel autre, ou dans telle situation. Par exemple, je vous donne un exemple très concret sur des webinaires. On a toujours le même scénario sur les inscriptions au webinaire et les 3 scénarios de l'après-webinaire. Les gens qui ne sont pas venus, donc en général, on oriente vers un replay. Les gens qui sont venus, selon que ce soit des clients ou des prospects, on va avoir 2 scénarios différents. Donc on a 3 scénarios, c'est toujours les mêmes, c'est le contenu qui va changer parce que le sujet des webinaires va évoluer, va changer. Alors vous, chez Cash in Time, chez les Crédit Agricole Leasing & Factory, 2 scénarios sur le sujet de la notoriété d'abord. Tout à fait. Donc je dirais, on est plutôt sur du back to basic. On n'a pas réinventé la roue. On s'est concentré sur un parcours assez simple. Donc là, on est sur une campagne de notoriété où notre objectif, c'était de pousser le téléchargement d'un livre blanc. Donc un nouveau livre blanc sur lequel on a retravaillé en interne. Et donc ici, en fait, vous pouvez voir toutes les étapes vraiment clés de notre scénario. Donc la partie réalisation du ciblage avec nos équipes data, donc à partir du portefeuille, de notre portefeuille client. La partie intégration du fichier. Alors comme je le disais, on n'a pas de CRM à proprement dit. En revanche, on utilise WebMécanique vraiment en tant que tel. Donc ça nous permet de charger nos datas, d'avoir un historique sur les clients. Donc ça nous comble un petit peu ce manque aujourd'hui. Et ensuite, typiquement, on définit en fait le parcours de la campagne en fonction du
du comportement du client. Donc en fonction de la façon dont le client va interagir, s'il clique ou non, ok, qu'est-ce qui se passe, comment je le relance, quand je le relance, avec quel type de contenu je le relance. Donc si tout se passe bien, que mon client va télécharger mon livre blanc, il va être mis en relation avec mon ingénieur commercial qui va ensuite redispatcher le lead en centrale à ses équipes sur le terrain. Donc on est plutôt sur là vraiment sur un process je dirais classique, hein, mais pour le coup il n'y a pas besoin de faire des campagnes, enfin des scénarios en tout cas très compliqués pour avoir des résultats positifs sur vos campagnes. On conseille vraiment du copy, modify and paste, c'est-à-dire que ce qui existe déjà, vous refaites, vous tentez l'expérience avec vous, vous voyez comment ça réagissait et vous adaptez après les choses. Pour quel résultat derrière ? Alors de mémoire, bon bah voilà, donc on a eu volumétrie assez basse pour une première campagne. Donc on était vraiment sur un segment très spécifique, sur un marché, donc c'est le marché des entreprises, donc on était plutôt sur des entreprises, des grandes entreprises, donc un fichier très ciblé. On a eu un taux de téléchargement de 15%, donc on était plutôt satisfait pour cette première campagne, donc qui a permis de rassurer les équipes sales, de leur dire voilà, on est capable d'adresser des emails à vos clients réagissent bien, on a eu des bons taux d'ouverture, donc c'est plutôt encourageant pour les prochaines campagnes. Donc tu reviendras l'année prochaine pour une masterclass sur les résultats des nombres de ventes que vous avez fait en termes de notoriété. Concernant le cross-selling, donc le cross-selling, alors voilà, typiquement on était plutôt sur du cross-selling, et donc là c'est avec un partenaire. Donc on retrouve toujours les mêmes étapes sur la partie ciblage, sur la partie intégration du fichier dans Webmécanique. Et ensuite ça va plutôt jouer au niveau de la gestion du lead. Donc avec notre partenaire, nous on s'est mis d'accord sur le fait que notre client, donc on lui envoie l'emailing. Une fois que le client a interagi avec l'emailing, donc s'il y clique, il va être renvoyé vers une page d'atterrissage, donc vers une landing page avec un formulaire. Et à partir du moment où le client a rempli ce formulaire, la gestion du lead, c'est le partenaire qui reprend la main. Donc là-dessus, on s'est mis d'accord avec le partenaire. Après, ça peut tout à fait être un autre mode de scénario. Et ensuite, pareil, on travaille toujours les mêmes étapes. Donc si le client n'a pas ouvert l'email, au bout de combien de temps, de combien de jours on va le relancer, avec quel type de contenu on va le relancer. Donc c'est plutôt intéressant comme exercice parce que ça permet déjà de faire un point sur les différents contenus qu'on a en interne et également de se dire on va peut-être essayer de pousser une vidéo plutôt que de pousser un livre blanc, et pourquoi pas à travers ces campagnes de cross-selling faire des campagnes d'A/B test. Donc si vous avez la volumétrie qui le permet, c'est quelque chose qu'on recommande et qui est plutôt intéressant ensuite pour l'analyse des résultats. Petit tip sur le marketing automation, revisiter tous les contenus que vous avez qui existent quelque part dans votre grenier, votre cave, etc. Ils sont très intéressants. On ne part jamais de rien dans une entreprise qui a un historique. En revanche, ils sont souvent à remanier, à revisiter, à reformater. Mais ça existe sous vos pieds, ces contenus très intéressants. En termes de KPI, tes managers sont contents ? Oui, alors là, je vois les stats. Depuis, ça a plutôt évolué. On a eu, donc du coup, pour le coup, c'était une première campagne qu'on mettait en place avec nos partenaires. Et aujourd'hui, on en est à une dizaine de rendez-vous. Donc plutôt satisfait et plutôt surpris du nombre de rendez-vous suite à cette campagne. Donc ça nous encourage vraiment en fait à travailler dans ce sens-là. D'ailleurs, on a un plan de relance partenaire sur lequel on travaille aujourd'hui avec les équipes dédiées. Donc vous allez scaler le business, le process que vous avez mis en place. Ça, c'est génial. C'est une bonne preuve que ça marche. Un sujet qu'on ne peut pas ne pas évoquer dans une conférence aujourd'hui, c'est comme l'IA, l'intelligence artificielle. Comment elle s'invite au Crédit Agricole au niveau de ton équipe ? Aujourd'hui, c'est inévitable. Aujourd'hui, nous, on a la chance dans nos équipes d'avoir 3 data scientists. Donc on est conscient, c'est un luxe et on a la possibilité du coup de travailler avec eux sur des nouveaux ciblages. Vraiment, l'objectif c'est d'anticiper en fait les besoins futurs de nos clients grâce à l'IA. Donc ils ont tout un, enfin là ça me dépasse, c'est leur métier, mais ils ont tout un tas de process qui leur permettent de nous proposer des nouvelles actions de ciblage. À côté de ça, on travaille également l'optimisation de nos scénarios, donc voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans nos process, dans nos scénarios existants pour le rendre plus user-friendly. Et enfin, plutôt basique pour le coup, c'est l'amélioration des contenus emailing. Mais une fois de plus, ça ne sert à rien de faire compliqué. Simplement, l'idée, c'est de rechallenger les contenus d'email pour que ce soit plus percutant, plus en lien avec notre stratégie en fait, de marketing affinitaire, donc vraiment segmenter et répondre aux besoins clients.
Alors moi, je vais parler du côté outils, hein, puisque pour resituer donc Web Mécanique, on est éditeur de logiciels sur des solutions de marketing automation, donc de CRM marketing et de CRM, donc de l'acquisition du lead jusqu'à son closing. Et l'IA commence à s'inviter depuis le début de l'année très fortement dans nos solutions, à la fois sur l'A/B testing. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'IA, on l'applique sur des fonctionnalités qui existent déjà, mais qui sont très sous-utilisées. Sous-utilisées parce que on n'a pas forcément des data scientists, 3 data scientists dans son équipe, et surtout qu'à un moment donné, on n'a pas la même capacité de traiter de la volumétrie très forte et en temps réel, comme peut le faire l'IA. Et donc, des fonctions comme l'A/B testing, par exemple, qui est quand même génial, hein, l'A/B testing, vraiment de dire, tiens, tel titre ou telle photo, ou est-ce que je mets sujet 1, sujet 2 en position 1, en position 2, de pouvoir l'A/B tester. En fait, quand il faut le faire, il faut déjà décider qu'est-ce que je vais A/B tester, quand est-ce que je le fais, à partir de quel seuil je l'introduis dans la campagne. Et l'IA, en fait, va venir nous proposer des idées d'A/B testing que je vais décider d'inclure ou pas, ou l'automatiser carrément pour qu'il le fasse en temps réel. Et je vais définir des seuils à partir desquels l'IA va décréter que je l'applique en fait à ma campagne sur le reste des contacts, voire même ça va aider à générer de nouveaux A/B tests plus tard sur mes campagnes. Deuxième point, c'est le timing d'envoi. Alors ça marchera 1 an ou 2, donc faites-le maintenant, parce que quand tout le monde le fera, ça sera plus un avantage différentiel, mais pendant 1 an ou 2, ça va vraiment l'être. C'est d'envoyer l'email quand la personne, en général, c'est le premier moment de la journée où elle clique, enfin, le moment de la journée ou l'après-midi, et quand la personne ouvre sa webmail, l'email va arriver à ce moment-là. Donc quelqu'un qui a des habitudes vers 10h, 2, temps de prendre le café, discuter avec les différentes équipes, etc., recevoir à 10h05, 10h10. Et ça veut dire que vous pouvez faire du one-to-many en vraiment one-to-one. Troisième sujet qui est déjà implémenté, c'est les tempos de scénario. Vous avez vu dans le scénario, vous pouvez décider jusqu'à présent à la mano de dire j'envoie le SMS 5 minutes après que la personne ait fait cette action, ou le mercredi suivant, ou tout de suite. Là, l'IA en fait, va le décider en temps réel, pareil, non pas en mode one-to-many, mais va pouvoir décider d'améliorer sur tel type de scénario à tel moment que, en fait, au vu des comportements des gens, ça serait mieux de changer cet élément de tempo et de timing de déroulé de scénario. Et ça va le faire automatiquement, sans vous demander votre avis, pour l'optimiser et optimiser les résultats. Ce qu'on souhaite faire également très prochainement dans les mois qui suivent, c'est d'aider effectivement à la génération de contenu, notamment des objets d'email, faire des propositions automatiques. Alors c'est des choses que vous pouvez faire à la mano, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher ChatGPT ou d'autres, l'info et puis après la retranscrire. Sauf que là, ça va être vraiment inclus dans l'outil, donc ça va être internalisé, donc ça va vous faire gagner énormément de temps. Ça va être également un assistant, puisqu'on a la chance d'avoir le combo all-in-one tout en un de marketing et du CRM, de pouvoir optimiser également les activités des gens qui sont en contact avec les prospects ou les clients pour leur dire c'est le bon moment d'eux parce que historiquement et statistiquement, après cette action, après cet événement, il serait bon que tu l'appelles ou que tu le contactes ou que tu lui envoies un petit mot sympa. Et dernière chose, c'est la prédiction. La prédiction, ça avait démarré au début des années 2000 avec une société française qui s'appelle KXN, qui a été rachetée par SAP dans les tickets de caisse, dans le retail, pour vous dire ça, alors ça serait pas mal, vous avez un bon de promotion pour faire ça. Et en fait, on va pouvoir utiliser la même chose, faire du prédictif sur des comportements. Si vous avez été intéressé par ça, alors c'est tel trigger qui va vous amener tel type d'information. Encore une fois, multicanal, hein, par email, par SMS, par print, peut-être par WhatsApp, pour également derrière faire de meilleures prévisions de vos ventes sur la base de ce qui s'est déjà passé. Vous voyez, on gagne énormément de temps, même si vous n'avez pas un data analyst, même si vous n'avez pas cette culture-là dans vos boîtes, et Dieu sait si on est nombreux à pas forcément avoir cette culture scientifique de la data, aujourd'hui, l'IA va vous apporter énormément d'aide dans vos outils de CRM et de marketing. On en a terminé pour cette masterclass. Préparez vos questions. Sarah va être répondre. Je fais juste un petit aparté pour dire que Crédit Agricole est suivi par notre Key Account Manager qui est Delphine Soro, qui est ici. Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle a fait un beau travail avec Crédit Agricole.
Et que si vous avez des questions très techniques liées aux outils, etc., vous pouvez nous retrouver sur le stand en bas à tout moment pour discuter de votre cas particulier. Vous avez la méthode que je vous ai présentée tout à l'heure. Si vous voulez la voir et la télécharger, elle est disponible. Vraiment un gros merci Sarah pour ce partage d'informations et avoir convaincu tes managers de nous partager des petits secrets de cuisine et gros secrets de cuisine du Crédit Agricole Leasing & Factoring. Donc merci beaucoup à Sarah. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Magnifique. Merci pour ce partage. Vous disiez aujourd'hui ne pas avoir de CRM commun. Dans quelle mesure les commerciaux ont une connaissance sur le contenu qui est consommé par leurs clients? C'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on travaille, moi j'appelle ça travailler en mode start-up. Donc en fait, on a des réunions assez fréquentes avec les équipes sales justement pour pouvoir leur remonter les informations. On travaille sous forme de tableau Excel, très basiquement. La nouveauté pour nos équipes sales aujourd'hui, c'est que eux, elles ont eu la chance d'avoir un nouvel outil de CRM. Donc, on espère que ça remonte au niveau du marketing pour pouvoir connecter justement nos actions et pouvoir transmettre l'information aux sales. Donc on a loupé une opportunité de cross-selling peut-être. Attends, Crédit Agricole. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention, c'était très intéressant. En fait, on est justement dans ce sujet-là. Moi, je travaille chez JC Deco et on est justement dans ces sujets-là d'implémenter des campagnes de marketing automation. Je me demandais justement comment est-ce que vous faites quand là vous faites des campagnes avec des partenaires, comment est-ce que vous faites pour avoir cette data-là, pour savoir comment le partenaire a transformé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, vu que vous disiez justement que vous n'aviez pas de CRM. Déjà, je pense qu'en interne, c'est un peu compliqué, mais encore plus quand vous faites du coup intervenir un partenaire externe, j'imagine. Absolument. Donc aujourd'hui, donc on a la possibilité de, on traque le lead à travers le CTR en fonction de ce qu'il fait. Ensuite, on met en place des systèmes de reporting partagés avec nos partenaires, donc pour suivre justement l'évolution de la campagne. Donc c'est une fois de plus le mode startup, mais c'est le mode qui fonctionne le plus pour pouvoir lancer en tout cas ce type de projet en interne. À terme, l'objectif c'est que ça soit industrialisé et qu'on ait plus ce système de fichiers partagés sur les leads. Mais aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Donc très, très, très simplement, on se fait des points d'avancement avec notre partenaire et en parallèle, on a ce fichier partagé. Une dernière question ? Bonjour. Je représente un cabinet comptable qui n'a pas encore de CRM non plus. On travaille en B2B. J'ai vu dans votre première slide, vous aviez préparé 10 campagnes, vous en avez envoyé 3. Comment vous arrivez à segmenter vos clients afin qu'ils ne soient pas sursaturés, parce que c'est toujours les mêmes qu'on sollicite, ceux qui ont des salariés, un peu plus de moyens, etc. Et voilà, moi je me suis mis dans l'idée de ne pas faire plus de 5 campagnes par an, mais est-ce que vous avez cette même logique ou pas ? Ouais, alors absolument. C'est le gros point d'alerte sur lequel j'arrête pas de sensibiliser à chaque fois en interne, c'est éviter la sursollicitation des contacts. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on est sur différents marchés. Donc on a les marchés entreprises, les marchés pro, les marchés agri. Donc ça nous permet vraiment de faire des campagnes propres à chaque secteur d'activité et à chaque marché. Donc aujourd'hui, on a eu la possibilité d'envoyer 3 campagnes, mais c'est sur 3 marchés différents, auprès de différentes tailles d'entreprises. On va pousser, nous, le ciblage jusqu'au code NAF. Donc on va se concentrer en fait sur des codes, des secteurs d'activité très précis, des tailles d'entreprises, et une fois de plus, autour du besoin client. Donc l'objectif, c'est d'envoyer 10 campagnes, mais ça comprend aussi bien des campagnes sur le réseau des partenaires non bancaires et le réseau bancaire. Vous avez également 2 tips qui sont liés à l'outil, qui vous permettent, d'avoir un centre de préférence, qui est de demander par quel type d'information vous êtes intéressé, par quelle fréquence vous êtes intéressé. Donc ça, c'est un premier aspect pour des gens avec qui vous êtes déjà en contact. Donc quand c'est fait intelligemment, avec des contenus variés, etc., c'est très malin, parce que soi-même, on n'a pas besoin du même niveau d'information quand on était prospect, quand on est en phase d'onboarding, de démarrage d'activité, quand on est déjà client depuis plusieurs années. Et le deuxième sujet, c'est que vous avez des limiteurs. C'est-à-dire que vous pouvez limiter et dire telle personne ou telle entreprise ne peut pas recevoir
d'être sollicité plus de tant de fois par des campagnes. Parce qu'effectivement, le sujet, c'est quand vous avez mis des triggers en place, si à un moment donné, les gens sont amusés à être intéressés par plein de choses, ça peut être un peu dangereux d'avoir plein d'informations qui débarquent en même temps de manière un peu non contrôlée. Donc on peut arriver à le contrôler par ces biais-là. Et puis le troisième point, c'est celui que j'ai abordé tout à l'heure, l'activité de scoring. Il ne faut pas oublier de déscorer l'intérêt. Je ne prends pas un copieur toutes les semaines. Enfin, moi, d'être vraiment une multinationale et d'avoir à gérer le monde entier, mais enfin, la plupart des entreprises, c'est pas un événement qui se passe tous les 15 jours, donc pas oublier de déscorer les sujets pour peut-être aller sur d'autres sujets, explorer l'intérêt sur d'autres sujets aussi. Donc ça, c'est aussi un aspect de sollicitation, mais pas abusive. Bonjour, j'avais une petite question concernant l'alignement entre le sales et le marketing. Vous dites que vous faites des réunions régulières avec les sales. Est-ce que les fichiers que vous adressez, vous les faites toper par les commerciaux, les sales, avant, pour éviter, je sais pas, un envoi d'une information alors que le commercial l'a rencontré il y a 2 jours sur le sujet et qu'il est déjà bien avancé, ce genre de choses? Absolument. Forcément mis en avant, mais on travaille les fichiers de ciblage avec les équipes sales, justement parce que la connaissance client, elle est chez eux. Et aussi, ça nous permet, étant donné qu'on n'a pas de CRM, de combler ce manque d'avoir le bon contact, la bonne data, la bonne adresse mail. Donc, on travaille vraiment en collaboration avec eux. Absolument, on partage le fichier. Merci pour votre magnifique participation.